Pas mal ça. Sympa ce style. On a perdu Samuel en route? Ah, il arrive. Il regarde un film à caractère pornographique. Il est en train d'étudier les films de Woodman. C'est ça. Ah, c'est pas mal comme truc. Ouais, ça va être intéressant. Plein de choses à Du coup, je sors des... découvrir. Plein de choses à voir. Que vous Bonjour, avez pu, Qu'est-ce qui se passe? Samuel. Et on laisse la porte ouverte là? Je sais pas, c'est sympa, non? Moi je trouve qu'il fait froid. Faut Un peu froid, d'air. toi, Tu iras la fermer après. Ouais. Alors, On doit fermer quoi, la porte? vous voulez pas qu'on parle de la météo aussi, c'est plus simple? Ensuite, vous avez déjà vu de qui on invite, qu'est-ce que quoi, de quoi on parle? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais, alors de qui? On t'écoute? Pierre Woodman, The Woodman, c'est qui? producteur, acteur, C'est quoi film pornographique. Vas-y, non, mais assume-le, vas-y, c'est qui? Assume-le. Pourquoi tu connais? Producteur, acteur de film pornographique. Réalisateur. Comment Le tu film fais? quoi Réalisateur. Ah, ok, d'accord. le film. Non, parce que tu mâches un peu, j'ai pas l'impression que tu es. Si, si, non, je mâche pas. Ok, pas de problème. Et qui d'autre? Alain Alain Soral. Soral. Alain Soral, qui est-ce? Alors, qui est Alain Soral? Ça me Adrien saura mieux nous dire. Ouais, Adrien vas-y. Soral mieux. Alain Soral, c'est un sociologue, écrivain, Essayiste, un peu dissident, qui écrit sur plein de trucs, fondateur d'Égalité et Réconciliation. Attends, j'ai pas de force. Ouais, non, mais c'est bon, je vais le Le faire. charisme, ça s'appelle le charisme. Ouais, ça s'appelle un échec. Et qui a écrit surtout donc, Misère du désir, qui a écrit, comment ça s'appelle, Vers la féminisation et Sociologie du dragueur, qui sont des trucs assez intéressants justement sur la place de la femme dans la société, sur la perte des valeurs qu'ils considèrent comme morales, des choses là. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir son point de vue aussi Et là-dessus. on a qui d'autre? Et ouais, Éric Maigret. Avec Maigret. Sociologue en communication. Sociologue. Vas-y, quoi? Sociologue Ouais. en communication. Ok. Et donc, qui va nous expliquer un peu sa vision de la pornographie au sein de la publicité, Dans la des pub. médias. Dans la Ouais. pub, ouais. Et il Tout se passe dans la enseigne com. à la Sorbonne. C'est Et ça. c'est pas n'importe quoi. Du coup, On a une heure, comme on a d'hab. une heure, là. Non, on a moins là, beaucoup On a moins moins. d'une heure. Parce Comme d'hab. que justement. C'est l'anniversaire de- et c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire d'Éric Maigret, il doit Et le partir un peu sujet plus tôt. principal, Le sujet étant la... Le sujet principal, c'est C'est quoi, c'est les codes de communication de Ça a la l'air publicité. précis en comme, fait. ça a l'air Oui, assez oui. précis Non, comme mais c'est n'importe parce quoi. qu'on est pas rodé comme d'hab. Attends, excuse-moi. Et C'est un donc, c'est les professionnalisme. codes de communication dans la publicité, le C'est la porno de pornographie plus en dans notre plus. société actuelle à le travers porno qui fait vendre. les différents médias. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? L'érotisme, tu fais. Ouais. Érotisme, porno, Allons chercher les invités. tout à fait. Allons chercher les invités. Felindra, la tête de tigre. Non, excusez-moi. Non, pas. Excellent. Tu peux sers avoir un tout ce verre qui est d'eau, s'il vous en plaît. termes de... T'as soif, verre d'eau? Verre d'eau, là, il y a de Bah, l'eau. là, il y a de l'eau. Là, il y a un gobelet. Ah ouais. Voilà, moi je vais J'aime prendre bien du... ton oreillette, mon ami. Elle est bien? Bah oui, mais Non. là, mon oreillette, j'en ai pas besoin vu que personne ne me parle dedans. Mais un jour, quelqu'un te parlera. Ce jour-là, J'espère qu'un jour me parlera. si tu le rates, c'est foutu. Moi, je me sers comme ça. Moi, je bois du vin dans les tasses. Toi, tu bois du vin dans les Je suis un tasses. ouf. Toi, Quelque part, t'as justement je suis- toutes les normes, toute quelque la part- normalisation de la société, c'est quelque chose. toi, Quelque t'es- part, je suis un ouf. moi. T'es pas trop Et pour. maintenant, c'est juste la palle. Là, en fait, on n'a pas lavé les verres. cette Mais quoi, mais tu veux des verres? J'ai des Non, verres. mais pour C'est les pas le problème. invités. Bah, j'ai des verres. Regarde, qui veut boire? Qui veut boire quoi? comme chez Alors, vous. qu'est-ce que je vous sers? Vous voulez du vin, de l'eau pétillante, de l'eau plate, de la Allez, l'eau grenadine? pétillante. Ah merde, j'amène mon Comme vous voulez, y a pas de... cartable. Ça s'installe où là en fait? Ici? Pour l'instant, je vais vous servir un petit... Pas d'alcool pour moi. Eau pétillante, alors vous voulez quoi vous? Eau pétillante? Vas-y, très bien. Très bien. C'est pas le luxe, la badoire. La prochaine fois, on aura de la châtaigne. Merci. Ouais, c'est bien ça. Alain Soral est parti, donc Alain Soral ne boira pas. Quoi, Alain Soral est déjà parti. Alain Soral est déjà parti, il a dit oh, ça... Pourquoi il est spécialiste du largage du plateau en cours? Pas du tout. Alors, Qu'est-ce que vous voulez boire? On est fous. Hein. Coca-Cola, quelque chose d'assez... Moi, c'est mon anniversaire, il faut que du coca je boive d'autres choses tout à l'heure. Qu'est-ce Coca qu'il y a, capitaliste. Le gazeux? Donc Ah. du coup, ouais, on a... Alors on va essayer de faire assez rapide pour vous avec Maigret, on va le garder en tête. il vient de sortir en Russie. Là je pars en fait, voilà, donc typiquement Alain Soral ne m'écoute pas, ça m'intéresse pas. Pardon, excusez-moi. Non mais c'est Je vais faire un truc marrant avec un On va essayer de discuter, vous avez chaque... Super. Il a amené la quenelle. Il a amené la quenelle. C'est quoi? C'est Quenelle. C'est la quenelle de la subversion. J'ai gagné encore cette année, ça fait 3 ans de suite. En fait, Parce que tu 2012. es la personne la plus subversive. en fait. Voilà, c'est pour voir sympa, qui est-ce qui ça. vote par un jury d'amis. Un jury d'amis, c'est vrai en plus. Oui, bien sûr. Tout est basé sur les, Pardon. que ce soit les Oscars ou les... Ouais, en général, ouais, même dans notre business, c'est un peu le même bazar, quoi. Quand tu gagnes un prix, tu Donc sais le que- sujet aujourd'hui c'est la quenelle, effectivement, ça tombe bien. Non, on vous a rassemblé pour différentes raisons. Ça c'est du Coca-Cola dans un verre de vin, c'est justement le côté français-américain, le mélange des cultures. C'est un calimucho. Donc l'idée c'est d'avoir sociologue, écrivain, vous êtes professeur mais aussi sociologue, aussi spécialisé dans la communication.
Et là, on a un acteur, un producteur, un réalisateur. Et donc, l'idée, c'est de parler de la pornographie. Alors, pas de la pornographie en tant que telle, mais moi, ce qui m'a interpellé, c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai vu un reportage sur justement la fameuse loi 75. Je m'étais trompé au téléphone, mais sur la classification X, cette apparition-là. Et je me suis dit, 75, 2012, il y a quand même vachement de choses qui ont changé au niveau des médias, déjà, Internet, tout ça. Les mœurs ont changé dans notre société. On est en 2012. Est-ce que cette loi a encore un sens? Est-ce qu'on peut pas essayer est-ce que ce serait possible de revoir ça? Est-ce qu'on peut remettre un peu en question ces choses-là? C'est quoi cette loi déjà? C'est quoi cette loi? D'où elle vient? Qui a voté ça? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait la changer? Je peux expliquer, on vous écoute. En fait, c'est qu'ils ont... Bah oui, parce que c'est pas un truc. Non, mais il le sait aussi. On a parlé au téléphone, mais... Ouais, ils ont décidé en 75 parce que la raison exacte de fond, je la connais pas moi-même, c'est dans la tête des politiciens. Mais je suppose que voir la queue sur les Champs-Élysées pour des films X, qui n'étaient pas encore X à l'époque, qui étaient des films pornographiques, avoir des centaines de mètres de gens qui attendaient, comme aujourd'hui quand tu as Avatar, et que tu avais la même chose pour les films porno, ça a dérangé beaucoup de monde. Mais c'était comme ça à cette époque. Jean-François David, des gens comme ça, ils ont fait des films. Benazeraf, ouais, tous ces gens. Et c'était à l'époque... C'était à l'époque où il y avait du cinéma, on va dire érotique d'ailleurs, pour pas dire porno, qui essayait d'utiliser la qualité artistique du cinéma pour parler de sujets qui avant étaient interdits dans le cinéma et à la limite finalement rejoindre la littérature qui elle était beaucoup plus ouverte. Et très vite il y a eu quelque chose de fiscal, hein, c'est-à-dire une... Après évidemment Giscard a créé la connotation X pour justement que ça s'arrête en disant que les films ne pouvaient plus être diffusés en dehors des salles spécialisées tout ça. Et c'est surtout Lang en 83, je crois 82-83 qui a instauré une taxe spéciale taxant le X à 33%, quoi, pour justement essayer en espérant qu'il allait disparaître, parce que justement... Qui se ghettoise et qui devient très misérable, c'est-à-dire... C'est ce qu'ils ont fait, voilà. Et ils ont misérabilisé le X parce que pendant 10 ans... intégralement pornographique et que ça puisse plus être érotico-artistique. Ça a saigné le gars, puisque les gens à l'époque, jusqu'en 81-82, les gens tournaient dans du film, c'est-à-dire qu'ils tournaient du 35 mm, tout ce qui était très onéreux et cher. Et effectivement, à partir de ce moment-là, l'arrivée de la vidéo... avec justement cette taxation à 33%, ça a sonné la fin du film. Tournage en 48 heures. Voilà, plus personne n'a tourné. Et pendant plus de 10 ans, le X n'a pas été capable de faire des films à budget plus ou moins conséquent. Mais après, vous avez été le premier à lancer vraiment les films X à gros budget, on va dire. Ouais, j'ai été le premier à mettre le couvert, mais bon... Il faut aller là-bas. Peut-être plus à l'aise. Regardez là, la quenelle dans une main. Ah, vous restez là? Ok, parfait. Super, moi je pense à où? Comme vous voulez, sachant qu'il y a des places plus confortables que d'autres. Moi j'aime bien les places inconfortables. Allez, je vais prendre la place inconfortable. On y va, c'est pas grave. Donc oui, pardon, je vous ai coupé dans le truc, mais donc tout à fait cette apparition de la loi classification X. Moi, je me suis renseigné rapidement et j'ai juste vu qu'à une époque, des films pouvaient sortir effectivement avec des comptes. Enfin, comme c'était pas défini ce qui était pornographique, finalement, il y avait une espèce de liberté d'expression. Et très vite, on l'a reclassifié. Alors, la classification X, c'est pas que la pornographie, c'est la violence aussi. Il faut faire une petite étude sociologique. Quand le cinéma X est arrivé, ça a été considéré comme une libération sur le plan artistique. Et en fait, les premiers films qui ont été faits étaient souvent des films avec un contenu politique, avec en fait une idéologie libertaire qui était l'interdit sexuel imposé par la société et la religion sont des freins à la liberté, à l'épanouissement. Et le cinéma qu'on appelle porno maintenant était considéré comme participant à une épopée qu'on appelle transgressive, c'est très années 60-70, c'est-à-dire ouverture des consciences, etc. Donc il y avait souvent un contenu politique, souvent lié à l'extrême gauche. On voit les films de Davy avec des mecs qui sont des âgés, libération de la sexualité féminine par rapport... Bon, donc c'était considéré comme intégré au combat progressiste. Tu vois ce que je veux dire? Intégré au combat, le cinéma porno comme partie prenante du combat progressiste qui s'inscrit typiquement dans les années 60-70, c'est-à-dire marxo-freudisme. Hein, tu vois. Donc c'était considéré comme une démarche d'émancipation, d'intelligence, de libération dans le projet progressiste. Quand ça a été cassé par l'argent, le machin et truc, et maintenant, on est arrivé à quelque chose qui est de l'abattage, du semi-prostitutionnel, quelque chose qui a avec le blanchiment de l'argent du banditisme, avec la violence sur les femmes, c'est l'éjac facial systématique, etc. Ça s'est totalement inversé quand on regarde le projet de Benazeraf en 1974, et ce qui est en gros aujourd'hui, quand on voit les tournages sauvages dans les pays de l'Est dévastés, notamment les réseaux hongrois, etc., etc. Ça s'est totalement inversé. Je vais demander à rester, je vais me casser de Paris pour aller y habiter, tu vois.
Non, non, je pense pas. L'Est, c'est le contraire. C'était dévasté en 89, effectivement, quand ça a basculé. C'était des pays, effectivement, un peu morts. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je pense que c'est la France qui est en train de mourir, malheureusement. Et les pays de l'Est qui sont de plus en plus agréables. Moi, j'y vis. J'ai quitté Paris il y a 1 an. Tu vois, j'ai foutu mon appart en location, je me suis tiré. Parce que justement, je ne supporte plus la vie d'ici, alors que dans les pays de l'Est, c'est tout l'inverse. Il y a dans les pays de l'Est aujourd'hui ce que je pense qu'on pouvait avoir dans les années 50 en France, même si je n'ai pas connu les années 50, de ce que j'en vois à la télé, de ce que mes parents m'en ont dit, de ce que j'ai eu comme idée de ce que pouvait être l'après-guerre. Moi, je parlais du porno. Hein. Non, je parle pas, mais t'as dit pays dévastés. Entre 75 et 90, parce qu'à limite, aujourd'hui, on est en 2012. Non, mais, entre 75 et 90, on est passé de l'émancipation artistique progressiste à quelque chose qui était carrément non, oui, mais c'était plus qu'une émancipation. Je pense que c'était un besoin de liberté. La liberté sexuelle, ça a été comme un grand cri que les gens ont eu. Il y a eu l'après-guerre, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu toute cette période, il y a eu les manifestations de 68. Les gens en avaient un peu ras-le-bol, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, où il y a un peu un ras-le-bol général de notre société. Et les gens avaient besoin de quelque chose pour justement retrouver une forme d'impression qu'il y avait une nouvelle liberté. Et le sexe, c'était justement un des derniers bastions, entre guillemets, où justement c'était tellement tabou, tellement fermé que des gens comme Davy et d'autres ont eu envie de dire voilà, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière, on s'en fout, on se balade le cul à l'air. Il y a eu le nudisme, il y a eu cette envie de montrer que le sexe c'était quelque chose finalement qui était... Et c'est vrai que pendant des années, ça a été vraiment cool. Enfin, moi je suis très pote avec Brigitte Lahaye, c'était même l'ancienne génération de tous ceux qui ont commencé à faire le porno dans les années 75, 80, ils ont tous dans l'esprit la même chose, c'est-à-dire que c'était une recherche de chacun, à la fois de s'éclater, d'être heureux, de vivre une émancipation qu'on leur avait refusée dans leur jeunesse, et surtout aussi de dire voilà, le sexe c'est quelque chose de cool, c'est pas quelque chose de mal. Après, bon, il y a eu cette période 80-90 où justement le porno... Non, mais le porno a été ghettorisé, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Ghettorisé parce que justement cette taxe et tout ça a fait que bon, les gens du jour au lendemain se sont retrouvés pieds et poings liés par rapport aux problèmes d'argent et tout. Et puis moi j'ai débarqué parce que moi je viens de la mode en fait. Enfin j'étais policier, après je suis passé dans la mode et. C'est logique. Hein, non, c'est un parcours atypique, mais je savais pas qu'un jour. Intéressant. Je savais pas qu'un jour je ferais du porno, c'était pas du tout prévu comme ça. C'est le hasard qui a fait que je me suis retrouvé à faire du X. Mais en même temps, c'est vrai que justement, j'étais surpris, en étant reporter pour un magazine qui faisait des reportages sur le porno dans un premier temps, de voir la différence entre le cinéma et la mode, où il y avait partout de la drogue, des gens cinglés, des gens stressés. Et le porno, justement, j'ai eu cette chance de partir un peu partout dans le monde, entre le Japon, les États-Unis et l'Europe, de voir des gens qui s'amusaient, quoi. Que le boulot, c'était de s'éclater, de prendre son pied et rigoler et prendre du fric à l'arrivée. Ça a été le premier truc qui m'a un peu perturbé parce que je me disais, voilà, dans la mode, je vois quoi? Je vois des gamines qui pleurent, tout le monde se tape sur la tronche. Dans le cinéma, c'est pareil, ils sont tous prêts à s'éventrer, à se tuer pour avoir le premier rôle de ci, le premier rôle de ça. Toutes les filles font des pipes aux producteurs en pensant qu'elles vont être demain Marilyn Monroe. Et déjà, Marilyn Monroe avait une enveloppe avec elle dans la main à l'époque en disant c'est la meilleure suceuse du monde, ça les gens l'oublient un petit peu. Et du coup, on est là dans un système où finalement les gens étaient oppressés et dans le X c'était tout le contraire. Donc déjà ça j'ai trouvé que c'était top. Après le hasard a fait que je me suis retrouvé à devenir dans un premier temps photographe de cul, ensuite réalisateur, producteur et puis voilà et acteur etc. Et aujourd'hui c'est quoi? Voilà, on a une biographie complète. Moi j'ai pas cette carrière. On va Hélas, peut-être. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est que le porno, effectivement, était associé à une entreprise de libération des mœurs au départ, quand même, associé à une contre-culture. Ok. Mais garder de façon implicite, quand même, des rapports sociaux, des formes de domination du masculin à l'égard du féminin, parce que l'histoire des éjaculations faciales systématiques, etc., ça date des années 68-75, hein, dès le départ. C'est pas une mauvaise chose. Je dis pas ça. Je veux juste dire que la codification des actes sexuels montrés dans les films pornographiques, c'est l'imaginaire masculin. C'est un imaginaire masculiniste, disons, qui date des années 60-70 au départ. C'est pas en soi un mal, hein. C'est juste pour dire qu'il y a une absence de variété au départ, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, sauf que l'étape qui a été franchie depuis les années 80-90, c'est une massification de la pornographie. Le film est mort, en salle quasiment,
tout passe par Internet très largement. Alors, il y a les C'était ça que je magazines, voulais il y a aborder, d'autres formes, justement, etc. Et quasiment tout le monde y a accès, y compris bien sûr les moins de 18, l'abaissement de les l'âge. moins de 15 on est ans. d'accord. Voilà. Non, je suis pas en train de faire un jugement de valeur du tout. Hein. Je veux juste dire que le paysage est complètement Ça différent de celui a des été années 70. bouleversé. Et moi, c'est ça qui me. On peut faire remarquer aussi que s'il n'y a pas tellement de porno féminin, même si Ovidie a essayé, c'est parce que la sexualité féminine, qui n'est pas la même que la sexualité masculine, n'est pas demandeuse de ce genre d'objet pour accomplir bien sûr. beaucoup moins. Il est beaucoup plus traditionnel et anthropologiquement démontrable, excusez-moi, qu'un type pour avoir une sexualité, je veux dire, de substitution, se masturbe sur des objets, ce qu'on appelle l'objet partiel, une paire de nichons ou une chatte. On imagine beaucoup moins dans la constitution de ce que c'est que l'imaginaire sexuel féminin. Ça y est, il l'a dit. Hein. Une fille se masturber sur des posters de bites en érection. Ça fonctionne pas. Vous inquiétez pas. Anthropologiquement, les femmes ont aussi des désirs. Oui, ce n'est pas. Il y a des gens homosexuels. C'est de l'égalitarisme à la con. La constitution imaginaire de l'érotisme féminin n'est pas strictement le décalque de la constitution. Non, mais je finis mon raisonnement. Parce qu'à la con, ça suffit pas. Ce n'est pas le même. L'érotisme féminin n'a pas le même cheminement que l'érotisme masculin. Et de penser qu'il est respectueux des femmes de vouloir dire que finalement les femmes ont droit à la sexualité masculine est un déni de la réalité de la sexualité féminine qui n'a pas forcément le même cheminement imaginaire, les mêmes fixations d'objets, etc. Et ce que je veux dire, c'est que la demande de films porno est essentiellement une demande de garçons. C'est ça que je veux dire. C'est pour. Non, j'ai pas les stats. Alors, c'est pas. On est un idéologue. C'est vrai. Bah oui, mais ça, l'idéologie, je vous la laisse. C'est vrai, mais c'est en train de changer énormément. C'est ce qu'on dit depuis le départ. C'est-à-dire que les hommes sont plus demandeurs de la pornographie parce qu'à la base, la pornographie, c'est quelque chose qui effectivement a été purement masculin. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sites dans les cartes bleues, l'essentiel, c'est des lesbiennes, par exemple. Il y a des sites purement lesbiens, il y a des sites purement homosexuels, hommes aussi. Mais moi, par exemple, j'ai de plus en plus de femmes qui s'abonnent et qui prennent mes vidéos. Donc ça grossit tous les mois. Je ne dis pas que c'est des pourcentages, ça doit représenter 4 à 5% de l'ensemble, ce qui est peu, mais il y a 15 ans, ça aurait représenté 0,002%. C'est-à-dire qu'il y a une isopa idéologique progressive. Qu'est-ce que c'est 4%? Non, mais par contre, dans les discussions que j'ai tous les jours, la différence, c'est que dans les discussions que j'ai tous les jours, c'est que les filles regardent du X aujourd'hui, presque toutes les filles aujourd'hui regardent du X. Quelle fille de quel âge? Et les trois quarts, 18-25 ans. Les trois quarts des filles d'aujourd'hui, même malheureusement plus jeunes, parce que comme il l'a dit, l'accès d'Internet est trop simple, et ça c'est pas bien. Il y a une sollicitation, effectivement, ça aussi c'est vrai. C'est souvent dû en grande partie aux garçons, on est d'accord aussi sur ça, mais peu importe, à l'arrivée, le constat est pratiquement toujours le même. Non, peu importe, parce qu'au final, ce qui est important, la conséquence, il n'y a pas vraiment de conséquences malsaines, dans le sens où si une fille apprécie de regarder du X, c'est pas non plus quelque chose de grave. Pour moi, c'est beaucoup plus grave qu'une fille regarde les informations où on voit la tête d'un jeune Palestinien, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se fait exploser la tronche, plutôt que de voir quelqu'un qui se fait exploser le cul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça la différence. Moi, on est quand même dans un monde où malheureusement, aujourd'hui, on a banalisé les infos. C'est un monde d'hommes. Attends, 2 secondes, parce que le problème, c'est qu'Éric Maigret va pas pouvoir rester très longtemps avec nous. J'aimerais bien avoir son avis, entre autres, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Parce que là, on parle du porno, on va en parler, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est interdit plus ou moins 18 ans. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, dans la pub, dans les clips, dans les films, dans les séries, il y a des contenus porno, mais déguisés, mais on n'arrête pas de nous vendre du sexe, de la frustration, du fantasme. Et j'aimerais bien avoir un peu votre avis là-dessus par rapport à la communication globale. Alors, la France ou même ailleurs, mais particulièrement en France, où on a pu voir des campagnes qui ont choqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, choqué à être interdit de diffusion pour une pub, c'est génial. C'est génial. J'aimerais bien un peu savoir. En fait, il s'est produit un mouvement de balancier depuis les années de l'ordre moral, les années 50, 60. Oui, il y a eu l'éruption sexuelle, voilà, ouverte. Mais en fait, l'érotisation a plus ou moins déserté aujourd'hui les médias et les écrans de télévision, par exemple. La case du dimanche soir sur M6 a disparu symboliquement, mais un peu partout. Autrement dit, on n'est pas revenu à un ordre moral, c'est pas vrai, mais il y a une hyper spécialisation des lieux, des espaces, des slots, des moments où on peut regarder du sexe, où on peut y aller de façon beaucoup plus intense, bien sûr, que dans les années 60-70. Et tout passe un petit peu de façon invisible par l'Internet, par des cassettes qu'on pouvait louer, des DVD, etc. Mais les lieux de rencontre des publics, que sont les émissions de télévision, par exemple, ont vu une désertion véritablement de l'érotisme. Par contre, la pornographie, qui est devenue quelque chose de spécialisé pour tous, mais par créneau, voilà, est devenue un objet un petit peu interdit, sulfureux, avec lequel on joue dans les espaces plus grand public, comme la publicité, où on fait un peu du porno chic. Voilà. Alors, c'est pas du porno en réalité, c'est de l'érotisme un peu osé. Oui, mais il faut quand même revenir sur on joue avec ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que
en réalité, on n'est pas dans une société d'hyperlibéralisation sexuelle aujourd'hui, c'est pas vrai. c'est juste. On peut pas Voilà. parler Moi, j'avais d'idéologie du l'impression- désir. moi, j'avais- La stratégie dans une société de consommation, de faire consommer en prenant un objet transitionnel, en disant acheter, c'est un mécanisme désirant et non plus un mécanisme fonctionnel comme du temps de la société, comment dirais-je, de la consommation pratique. Les casseroles, la lessive, etc. C'était pratique. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la consommation d'objets relativement inutiles, mais qui sont mis en scène par beaucoup de marketing dans une idée justement de l'objet de désir, ce qu'on appelle le capitalisme de la séduction chez Kluskar, ce qu'on appelle l'idéologie du désir, et qu'effectivement, Marketing que pour libidineux. vendre une bagnole, ça sera systématiquement attaché à la bagnole amène la belle femme, Exactement. la bagnole est aussi un objet de caresse, etc. C'est-à-dire qu'il y a une érotisation des objets de consommation pour pallier souvent leur déficit de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas à grand-chose et on fabrique du désir. Et ça amène à ce que systématiquement, derrière chaque objet à vendre, il y ait une métaphore sexuelle. c'est un peu ça, moi, l'impression que j'ai. Et ça s'est aggravé de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Non, on a la fille qui boit du lait, c'est l'inverse. elle a du sperme qui lui coule de la Ils bouche, vont pas etc. prendre la mère Denis pour Voilà. vendre Alice, ils vont prendre une top modèle. Exactement, la mère Denis, on le ferait plus aujourd'hui. tu vas Bah voilà, intervenir. mais bon, Tu, si, la mère Denis, ça peut tu être sors de marrant, tes mais gonds, là. vaut mieux quand même une jolie Ok, fille pour d'accord. prendre un produit. Quoi. Oui, C'est mais plus alors, sympa. par rapport aux publicités, parce que moi, j'ai fait des recherches, mais je peux pas, je garantis rien, parce que je suis pas. Mais dans les années 60-70, on avait quand même déjà le début des publicités, donc les affiches, on avait aussi la télévision qui arrivait, on avait les publicités qui arrivaient. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et moi, pour avoir bossé un peu dans la pub, c'est une constante. Si on peut montrer une paire de nichons, un cul, ou si on peut faire croire qu'on va voir un sein ou un truc, on va le faire parce qu'on se dit le sexe fait vendre. Et pourtant, moi, j'ai lu différentes analyses. Je mettrai les sources après sur le site. Où il y a, T'as des sources, t'es documenté? Moi, je suis assez balèze en termes de Ah sources, ouais? attention. T'en as pas l'air, t'es aussi crédible que moi. Qui explique que justement c'est une très mauvaise chose. Enfin, certains ont dit non, en fait, dès qu'on met du cul, on va retenir la paire de seins à la nana, et puis on va dire c'était quelle marque déjà. La vrai, sexualité, c'est c'est un signifiant fort quand même. Bon, et c'est pas vrai dans les publicités à la télévision, par exemple, vous voyez très peu de sexe. Exact. aujourd'hui. Très, très peu. Peut-être pas du sexe Avant, dès qu'il y oriental. avait les phares, les machins. Repensez aux années il y 70, avait du sexe. c'est la publicité Telefunken où une fille Voilà. se déshabillait sur la plage Voilà. pour un téléviseur. C'est absolument impensable aujourd'hui. Voilà. Alors que par contre, si vous allez sur Internet, vous allez voir des trucs infiniment plus Oui, mais le complexes sexe est ailleurs maintenant. et Le sexe illicites est- parfois sexuellement même. Mais le Non, sexe mais est il a ailleurs, raison il est dans la sur un pub point. C'est-à-dire, maintenant. enfin, ouais, Il je est Partage il est un point avec omniprésent lui, dans c'est la pub. qu'aujourd'hui, la société est beaucoup moins érotique. La société aujourd'hui est beaucoup moins érotique. Elle est beaucoup plus fermée. Il y a beaucoup moins de sexe en réalité que ça ne l'était il y a dans les années 80, 90. Parce que il y a pas. Moi, il a dit qu'il n'y avait pas un retour à l'ordre moral, mais moi j'ai l'impression que si. J'ai l'impression justement qu'on fait malheureusement marche arrière. On peut plus faire les blagues. Pourquoi malheureusement Il y a aussi Coluche, une usure, Coluche il y a aussi une aujourd'hui, usure. Coluche aujourd'hui pourrait plus sortir toutes les conneries qui sortaient Il y dans a les aussi années une 80. usure et de la Il serait en dialectique. tôle, il Une serait, fois que t'as il serait déshabillé la fille, embrigadé. tu la rhabilles, hein. On peut plus ouvrir la Au-delà de bouche la nudité. comme dans le passé pour dire les choses qu'on a envie. On peut plus s'exprimer comme on en a envie. On peut plus montrer non plus tout ce on pourrait avoir envie. Des gens dans les années 70-80 et des émissions tard le soir où ils pouvaient des fois montrer des trucs qu'aujourd'hui ils pourraient plus montrer. Et en même temps, la violence, toutes ces choses-là est toujours présente, même beaucoup plus présente que dans le passé. Les dessins animés. Les dessins animés sont d'une violence incroyable par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Moi, j'adorais, quand j'étais gamin, aller voir un Walt Disney au Cinoche. Aujourd'hui, quand je vois un dessin animé, c'est sympa, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus moderne, mais la violence est beaucoup plus présente. Ça, on peut dire que ça a gagné. Qu'est-ce que En vous fait, pensez ça, c'est- aujourd'hui, ça- justement, en ça 2012 a de saturé la- au niveau de... Parce qu'une fois que tu as déshabillé la femme, tu peux pas la déshabiller au-delà de la nudité. À un moment donné, dans les revues porno, il y avait Oui, mais ceux qui maintenant, on la décidaient dégrade. On fait pas que de la de filmer déshabiller, le elle est sexe dégradée et ceux qui ne totalement. le filmaient pas parce qu'en fait, c'était pas très érotique, l'hyper-réalisme du sexe féminin. Il y avait un débat d'ailleurs entre Hustler et Playboy. Ils disaient c'est anti-érotique de filmer Oui, mais un sexe justement, de femme de manière voilà un très bon hyper-réaliste. exemple. Mais aujourd'hui, par contre, ce qui s'est bloqué sur on est au maximum de la sexualité, c'est qu'on a élargi, on a descendu dans la tranche d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la sexualisation de l'enfance. Alors on a élargi, attention, on est Alors, pas. moi, je parlerai bien de quelque chose, si vous me permettez. Bon, aujourd'hui, ce qui est intéressant en sociologie, c'est mon domaine de recherche, c'est que maintenant, on commence à avoir des études approfondies sur ce que les gens font de la pornographie. Pourquoi ils la regardent Parce qu'au départ, évidemment, la réponse est très simple quand on demande aux gens, et on l'a tous cette réponse, parce que c'est excitant. Ça m'excite, ça répond à une excitation au préalable. Et bon, voilà. Mais une fois qu'on a dépassé ce vernis initial de l'excitation sexuelle, qui veut dire tout et n'importe quoi, bien sûr, parce que chacun a des fantasmes différents, que font vraiment les gens avec la pornographie aujourd'hui, y compris les plus jeunes, quand ils la découvrent? On commence à comprendre que ça remplit des tas de fonctions, de missions très très variées en réalité, que ça peut être une expérience esthétique d'un côté. Voilà, regarder des images pour regarder des images, pas nécessairement les lier à une excitation sexuelle. Ça peut aller jusqu'à côtoyer évidemment de l'illicite,
parce que la pornographie d'aujourd'hui va beaucoup plus loin évidemment que celle des années 70. Hein. Il y a des choses qui sont tolérées sur Internet, mais qui sont interdites en réalité, mais qui sont tolérées par les autorités. Donc il y a un certain nombre de personnes qui peuvent s'y retrouver grâce à ça. Est-ce que ça ne fait pas circuler des valeurs qui sont totalement dégradantes et qui sont finalement... Il y a un débat, bien sûr, toujours. Et non, mais attendez, si je peux en parler là, parce que ça c'est ma partie. Tout à l'heure, sur votre respect, il a dit une chose totalement fausse, à savoir que l'histoire de la fellation, l'éjaculation faciale, on vient de découvrir qu'à Pompéi, dans les ruines, ils ont trouvé une esclave avec du sperme dans la bouche. Non, je parlais juste de la représentation cinématographique. C'est comme quand j'ai vu il n'y a pas si longtemps, j'étais à une émission de télé où il y avait un psycho de mes deux là. Il a commencé à raconter que les tournantes dans les banlieues de Paris, c'était dû à la pornographie. Donc j'ai été obligé de lui expliquer qu'effectivement les archéologues avaient trouvé dans les ruines de Pompéi et de Rome, chez Néron, des cassettes porno et aussi chez Jacques l'Éventreur. Donc on sait très bien que la pornographie a toujours été responsable de tous les crimes de l'humanité. C'est pas vrai. Il faut comprendre. Des cassettes porno chez Jacques l'Éventreur. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Mais c'était marrant, c'est qu'aujourd'hui, l'initiation à la sexualité des enfants de 10-12 ans se fait beaucoup par la vue illicite de pornographie sur Internet. Et ça, c'est nouveau sociologiquement. Je ne dis pas que c'est bien. Ça devient une éducation sexuelle. Les jeunes font leur éducation avec ça. Juste avant. Donc, il y a eu une évolution, parce qu'après, certains vont dire que c'est une dégradation, d'autres vont dire que c'est une évolution. C'est un peu compliqué. C'est sûr que le cinéma des années 70, c'était papa-maman, missionnaire, une petite éjaculation sur le pubis ou sur les fesses. Excuse-moi, c'était pour les adultes. De toute façon, de 12 ans. Non, mais de toute façon, à l'époque, il n'y avait que les adultes qui pouvaient rentrer dans un cinéma des Champs-Élysées. Voilà. Mais moi, à 13 ans, j'ai piqué mon premier bouquin porno dans un cinéma avec Brigitte Lahaie, dans un sex shop à Clermont-Ferrand. Il faut faire un effort quand tu as 6 ans pour ne pas tomber sur un film porno par hasard sur Internet. Attends. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai, mais ça, c'est pas dû aux gens qui font du porno, ça, c'est dû au pouvoir public. C'est dû au pouvoir public qui sont complètement laxistes. Parce que si demain matin, quelqu'un dessine un site avec des croix gammées ou n'importe quoi, il va te fermer en 2 minutes. Si quelqu'un a un site porno, où ils mettent des chevaux et tout ce qu'on voudra, ils en ont rien à faire et des gamins pourront le regarder, mais jamais personne n'ira le fermer. Non, mais ça, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. C'est pas le rôle des parents. De domination sexuelle brutale. C'est pas les parents. Ces images, cette scénographie en pleine gueule alors qu'il a 6 ans. Or, pratiquement à tous les gosses, ça arrive plus ou moins par accident à un moment donné, qu'à 6 ans, ils tombent sur une scène de porno. Qu'est-ce que ça produit comme effet ? Je sais pas. Ça, est-ce qu'on peut l'étudier? Est-ce qu'on a déjà le recul? On n'a pas. Ce n'est pas sans conséquence. Moi, je vais te le dire la différence. C'est pas sans conséquence. Je vais te dire la différence. C'est différence. que ça participe à l'éducation sexuelle. Malheureusement. Non, mais attention, pourquoi malheureusement? Pourquoi? Oui, c'est mon point de vue. J'ai pas honte de le donner. J'ai pas honte de le donner. Non, c'est subjectif. Il n'y a pas de malheureusement. Tu pouvais voir par hasard tes parents faire l'amour. Est-ce que on ouvre la porte? Non, mais attends. Attendez, on se comprend. Il y a un truc qui ne va pas dans votre système. C'est que vous dites malheureusement. Parce qu'évidemment, comme toujours, on est toujours responsable par rapport à cette sexualité qui est toujours le truc tabou et tout ça. Donc en fait, on prend un gamin aujourd'hui qui naît, qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, on le fout le soir en train de bouffer à la télé avec tous les gamins qui regardent, les crimes et tout ce qu'on voudra pendant les informations. On fait grandir nos enfants dans cette société où tout est normal. 2 minutes après, Sylvester Stallone, il va exploser la tête d'un type dans un film, c'est tout à fait normal. Donc nos gamins, mais si, c'est normal puisqu'on laisse les gens voir ça. Donc on est dans une société où on considère que ça fait partie du quotidien de chacun, dont les enfants qui grandissent. Et si jamais 10 minutes après, il y a un Ibar qui apparaît dans l'écran, oh là, faut tout de suite. C'est pas un Ibar, c'est un type qui soumet brutalement une femme. Une fille qui croit que pour être aimée d'un homme, il faut lui lécher les testicules pendant 1h30. Et ça, moi, j'ai rencontré des jeunes filles. J'ai rencontré des jeunes filles de 14 ans qui effectivement pensent que l'amour, ce qu'on appelle l'amour, ça existe, l'amour pour être aimé d'un homme, etc. Il faut se comporter immédiatement comme une chienne et faire une fellation dans les 10 minutes. Et qu'elle est même perturbée de voir qu'elle s'est soumise à cette injonction en pensant que c'était le chemin de l'amour et qu'elle a été méprisée par le mec parce qu'elle l'a fait alors qu'elle croyait qu'il fallait le faire. Une fois, je vais vous rejoindre. C'est ça la question. J'ai une grande différence avec vous, c'est que moi j'ai 7000 et quelques filles en interview. J'ai 7000 et quelques filles en interview. Et j'ai 95% de ces filles, quand je leur pose la même question depuis 25 ans, qu'est-ce que tu préfères, les mecs méchants ou les mecs gentils? 95% c'est j'aime mieux les méchants. Tu préfères un mec qui te fait des câlins ou qui te met des claques dans la tronche quand tu te fais baiser? J'aime bien les claques dans la tronche. Et c'est pas, on va pas me dire que c'est parce que j'interviewe des putes. J'interviewe tous les types de filles. J'interviewe tous les types de filles. J'attrape des filles dans la rue, je les attrape partout, des bourgeoises, des vendeuses de Monoprix, tout ce qu'on voudra. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mecs, attention, entre 18 et 25, mais il y a une grande différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a 20 ans,
il y a 20 ans. Les réponses n'étaient pas les mêmes il y a 20 ans. Je parle d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, les réponses étaient différentes. Il y a 20 ans, on avait presque un ratio de 50-50 entre les filles qui aimaient à la fois le garçon romantique, le cheval blanc et tout ça. Et je pense que si j'avais interviewé des filles il y a 40 ans, j'aurais eu le contraire. Il y a 40 ans, j'aurais eu 80% de cheval blanc avec 10 ou 20% de méchants. Voilà, j'aurais eu 80% les éditions Harlequin. Voilà. On est d'accord. Et aujourd'hui, on retourne. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inversée. La société a changé. C'est pas la pornographie. C'est la société qui a changé. Adrien, vas-y. Adrien, j'aimerais juste, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que Éric Maigret, voilà, justement, moi aussi, j'aimerais avoir l'avis d'Éric Maigret sur, quand on disait, est-ce que ça a des conséquences, donc ces jeunes qui tombent sur ce porno? Et est-ce que vous, en tant que, justement, dans la communication, sociologie, tout ça, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres? Est-ce qu'on sait, est-ce que les psychologues, les pédopsychiatres et compagnie ont pu avoir des réponses d'enfants qui leur ont dit, oui, je suis traumatisé, ou alors non, c'est super. Est-ce qu'on a un peu une étude là-dessus? Bon, moi je suis sociologue et pas pédopsychiatre. Non, mais je veux dire, vous avez déjà. lu Ce que je peux vous dire, c'est que le rapport à des images complexes, violentes, sexuelles, traumatisantes, etc., ça se quantifie pas simplement. Pourquoi? Parce que le paysage interne de chaque individu est vraiment très spécifique. Voilà. Il y a des enquêtes très célèbres qui ont montré qu'un gamin de 6 ans peut être choqué par un nounours qui est déchiré dans un programme de télévision et regarder Urgence. Voilà, avec des opérations, ne va pas le traumatiser. Mais un autre gamin, ça peut se produire dans ce sens-là. Alors évidemment, le problème, c'est que la société doit se protéger et protéger ses enfants. En dessous de quel âge? C'est très compliqué parce que la majorité sexuelle, c'est pas 18 ans, c'est 15 ans en réalité. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit des plus jeunes à accéder à des coulisses auxquelles nous avons aussi accès? Donc, je ne suis pas pour une position de censure à tout prix, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas que des devoirs pour les plus jeunes, il y a des droits aussi. Bon. Donc, ils ont droit à accéder aux coulisses. Et les médias, leur première fonction et leur premier effet sur la société, c'est l'accès à des coulisses. C'est l'accès à l'inconnu, c'est voir pour des Noirs comment ça se passe dans le monde des Blancs, pour des adultes comprendre ce qui se passe chez les enfants comprendre en partie ce qui se passe chez les adultes. Bon, mais évidemment on a aussi un devoir de les protéger pour partie. Ferme la porte, Adrien, s'il te plaît. Mais les protéger de quoi exactement? Aujourd'hui ça va un petit peu trop loin sur Internet, c'est très clair. Donc il y a des histoires de filtres qui ont été mis en place, des choses de ce genre. Les filtres, après il n'y a pas eu d'effet massif sur la société. La société c'est un bouton cliquer, entrer, sortir. Non, la société pas aujourd'hui n'a pas été bouleversée fondamentalement, je dirais, et heureusement, par le fait que des enfants aient accès à des images qu'ils ne devraient peut-être pas voir. Alors, peut-être bouleversé parfois par des effets de traumatisme, comme on a pu connaître ça quand on était gamin en voyant tel ou tel film, toujours des choses, d'un Dracula quelconque, des choses de ce genre. Donc, la chose, c'est qu'aujourd'hui, la sexualité est devenue quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus plastique, et c'est là qu'on se rejoint par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en évolution quand même positive, au sens où il y a une plus grande diversification, que les femmes n'hésitent pas à faire plus part de leurs désirs qui sont variés, qui rejoignent pour partie parfois des désirs masculinistes. Je dis pas masculin, parce que le masculin aussi est complexe et contradictoire quand même, mais masculiniste, c'est-à-dire une partie des femmes sont complices de leur propre domination, hein, quand même. Il faut savoir ça. Bon. Et on peut y trouver du plaisir, heureusement, mais à un moment donné, il faut savoir être libre aussi, quand même, savoir s'émanciper. Donc tout ça est en cours, il y a une émancipation, il y a des espaces, des niches commerciales qui sont en réalité des espaces de création et de liberté pour la pornographie lesbienne, des genres divers et variés, des quêtes d'identité diverses. Mais tout ça est encore un peu écrasé par une forme de pornographie dominante qui a le droit d'être là, il n'y a aucun problème, mais qui monopolise un petit peu trop l'attention, je crois. Voilà. Et donc, je ne pense pas qu'il y a une demande qui soit si simple que ça. Je pense que c'est l'offre aujourd'hui qui est quand même en grande partie monolithique, je dirais, et qui structure beaucoup les choses. Donc, le problème, c'est que, évidemment, cette offre a du mal à bouger. Elle bouge en tendance, tant qu'elle-même ne perçoit pas un tressaillement très fort d'une demande qui se articulerait pleinement avec des gens, des jeunes, des adultes, des femmes, etc., qui l'exprimeraient mieux. Voilà. Mais ça prend de tous les deux, à un moment donné. Il y a aussi une idéologie de la transparence aujourd'hui qui nous est imposée. C'est-à-dire qu'on nous impose d'une certaine manière d'avoir envie de parler de sexe, et il y a une diminution de quelque chose qui est un facteur d'érotisme, qui est l'interdit, le non-dit, tu vois, l'implicite, le sulfureux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une démystification et une désacralisation de l'interdit sexuel qui est aussi un facteur d'apathie sexuelle. C'est-à-dire qu'à pas trop parler de cul, on n'a plus envie de baiser. C'était quand même il y a quand même un des trucs qui est excitant dans le sexe, c'est l'interdit, la transgression. Le fait que, pourquoi tu désires aussi la fille? Parce qu'a priori, elle n'est pas d'accord, et que c'est l'histoire de la chef de Monsieur Seguin, c'est qu'il y a un travail de conquête à faire. Si la fille te dit, tiens, salut, tu voudrais que je te suce?
tu veux que je te prenne les couilles, etc. Ça te fait débander. Tu sais très bien qu'il y a ce genre de phénomène. Moi, et non, aujourd'hui, mais- on est dans l'hyper. C'est un parcours atypique. On est dans une injonction à la transparence sexuelle. On est dans une idée Non, qu'on mais doit je tout rigole. dire, etc., qui Il est a en raison, fait, en il a réalité, raison, il a un raison. facteur d'apathie sexuelle. On parle beaucoup de cul, on ne baisse pas tellement, en réalité. Non, mais là, tu viens de parler de quelque chose de différent. Tu viens de parler que lorsqu'une fille se transforme en chasseresse, si une fille saute sur un homme, ça ne marche pas. Parce que le fait justement qu'une femme prenne les devants dans la plupart des cas va couper justement toutes les envies sexuelles de l'homme. Donc la libido va s'en trouver inversée et ça ne va plus fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, les mœurs changent. Moi, par exemple, quand j'ai débarqué dans le porno, mon constat de base, c'était quoi? C'est que toutes les filles étaient très moches à la fin des années 80, les filles étaient début des années 90, toutes les filles qui faisaient du X étaient abominables. Donc je suis parti en Russie, j'ai ramené des filles très belles de Russie et j'ai amené un sang neuf parce que dans ma tête, la pornographie devait d'abord représenter de la beauté féminine, ce qui n'était pas le cas à cette période. Dans les années 75-80, il y avait des filles très belles, puis après c'est devenu une catastrophe parce que les gens n'avaient plus les moyens d'avoir des jolies filles et c'est devenu vraiment le fond du gouffre. Donc j'ai amené ce sang neuf dans le porno et dans la foulée, j'ai voulu créer, parce que mon rêve, c'était de faire du vrai film traditionnel avec de la pornographie à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé, j'étais le précurseur avec les films à très gros budget. J'ai dépensé jusqu'à 1,2 million de dollars pour Pyramide. Et j'ai fait des films à gros budget qui ont très bien fonctionné pendant des années. Et puis, à l'arrivée des années 2000, je me suis retrouvé confronté à un problème. Parce que je m'étais juré... Internet. D'une part Internet, mais pas seulement ça. Je m'étais juré que je ferais jamais ce qu'on appelle du gonzo, c'est-à-dire du sexe pour du sexe. Et je me suis retrouvé confronté à un gros problème, c'est que des gens comme Rocco Siffredi, par exemple, qui est un de mes grands amis dans la vie, mais un de mes gros concurrents, lui faisait le contraire, ne faisait que de la vignette. Lui s'est essayé un petit peu 2-3 fois à faire du film, entre guillemets, scénarisé, et il a tout de suite laissé tomber parce qu'il a compris, bien avant moi, que le futur de l'individu, c'était justement de ne vouloir que le sexe. Que le film scénarisé, s'il le veut, il va sur les Champs-Élysées voir un avatar, mais qu'il n'a rien à faire de voir de la pornographie, entre guillemets, scénarisée avec des belles choses. Donc, moi, mon rêve, si tu veux, c'était ça. Et puis, je me suis retrouvé en fin 99 avec, voilà, c'est très simple, ou tu te mets à faire du gonzo, ou tu vas chercher du boulot ailleurs. Et donc, j'ai commencé à basculer. J'ai dit, OK, mais pendant une période, je vais faire les deux. Donc, j'ai commencé à faire les deux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mes films, ils continuaient à bien vendre. Mais le gonzo, ça partait comme ça. Oui, mais durant cette période-là, puis, vous avez su vous adapter au marché. Non, mais je me suis adapté à un désir de clientèle. Ouais. C'est même pas une histoire seulement du marché. Le rival du gonzo, excuse-moi, c'est YouPorn. C'est ceux qui se filment eux-mêmes et qui le mettent. Non, mais YouPorn, c'est pas ça du tout. En réalité, les gens ont que ça. Ça n'existe. C'est pas vrai. C'est mieux. Non. C'est pas une histoire de YouPorn. C'est une histoire que il y a aussi ces films que les gens font chez eux avec un iPhone ou avec une caméra. Mais justement, non, en réalité, ça, c'est pas ce qui marche le mieux, justement. C'est plus ça. Ça l'a été dans les années 2000-2005. Il y a eu aussi une vague comme ça. C'est que la pornographie, je pense que c'est, en fait, la pornographie, c'est juste un reflet de ce qu'est l'humain. L'humain se lasse très vite de toutes les choses. Et là, par exemple, maintenant, on se retrouve confronté à des nouveaux problèmes. La sexualité est complètement en train de nouveau de changer. Les gens commencent à se lasser de tous les gonzos américains et tout ça. Ils en ont marre de les voir. Les gens commencent à vouloir du psychologique, ils veulent des choses compliquées. Et il y aura sûrement cette vague-là encore pendant 15-5 ans, peut-être 10 ans, je ne sais pas. Ils voudront encore autre chose. Ce sera quoi le futur du porno alors? Il m'inquiète le futur du porno parce que les gens veulent de plus en plus de la... Non, les gens veulent de la déviation, les gens sont de plus en plus branchés sur les trucs... pire de pire, c'est-à-dire l'urologie, les animaux, la scatologie. Mais c'est pas la pornographie qui veut ça. C'est pas par exemple, moi, je peux pas m'imaginer en train de travailler dans ce système-là. La logique de la transgression, c'est toujours plus. Mais voilà, les gens, exactement, ça c'est vrai. Les gens ont ce gros problème, c'est qu'ils veulent toujours plus. Et que c'est jamais assez. C'est jamais assez. Si vous mettez 2 mecs, ils pleurent, pourquoi vous n'en avez pas mis 5? Si vous mettez une claque, ils pleurent, pourquoi vous n'en avez pas mis 10? Et c'est toujours comme ça. Et le client veut toujours plus. Coupe la tête, coupe les 2 bras. Oui, mais le client avec la main coupée et sodomise le tronc. Mais le client met ça sur Internet pour battre leur corps. Non, mais c'est pas ça. Mais le client. Non, mais si on est sérieux, le client veut toujours plus. Mais vous répondez au client en fait. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une demande. Tu réponds pas à des clients, tu as fait une émission de télé aujourd'hui parce que tu veux hein. amener un sujet qui va faire en sorte que tu espères qu'en amenant le sujet que tu viens de faire, des gens vont le regarder, ils vont être intéressés. On est tous pareils. Lui, il écrit des livres avec des sujets qui sont les siens, en espérant que des gens vont être intéressés par ce qu'il représente. Et c'est la même chose pour chacun. Tous les individus de la Terre font un boulot, et s'ils sont créatifs, ils vont essayer de créer quelque chose en espérant que des gens vont l'acheter ou le vendre. Il y a un truc qui est incroyable en même temps. C'est la même chose. C'est que
à travers toutes ces évolutions qu'on vient de décortiquer, un phénomène n'opère pas. C'est l'âge, c'est un basculement dans l'âge de la première relation sexuelle. C'est-à-dire, malgré la pornographisation de la société, les garçons et les filles ont un rapport sexuel, en moyenne, toujours à 17 ans aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de ce qu'est la pornographie en réalité dans la société. Du fantasme, c'est pas du réel. C'est d'abord de la représentation. Et du désir, etc. Et ça aide à faire des choses dans la réalité par ailleurs, dans le couple, hors le couple, etc. etc. Mais en réalité, la société n'a pas été profondément, pardon pour le jeu de mots, ébranlée par cette pornographie. C'est pas vrai. Il y a une heure, j'ai fait un casting il y a une heure dans le 15e sexualité de arrondissement. substitution pour des gens qui, pour des raisons sociales ou psychologiques, n'ont pas accès aux femmes très facilement. Par exemple, en banlieue, etc., ou chez les mecs timides, tu peux avoir des types qui accèdent pratiquement plus à la sexualité réelle, qui ne vivent que dans la sexualité de substitution. Et comme il y a une grosse offre de sexualité de substitution, je vais être brutal, ils passent leur temps à se branler sur Internet et ils ne parlent jamais à une femme, et donc qui finalement est presque, je dirais, encore plus sacralisé, idéalisé qu'avant. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai écrit Sociologie du dragueur, etc., où on draguait dans la rue des filles, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook, dans des relations et des échanges virtuels qui se traduisent très rarement par des rencontres réelles. Non, mais responsable, il y a un responsable à ce problème. Il y a un responsable à ce problème. L'évolution. C'est l'évolution, virtualisation du sexe. Il a raison. Sexualisation, mais virtualisation. Non, mais la drague, tu as raison, c'est quelque chose qui existait avant et qui aujourd'hui s'est complètement modifié, effectivement. Mais il y a un responsable général et contre lequel je me bats depuis des années à tous les problèmes de la race humaine en général, quel que soit l'endroit sur cette planète, c'est l'absence de dialogue entre les parents et leurs enfants. Et c'est ça le méga problème de fond. C'est-à-dire que moi j'ai des gamins, j'ai toujours été un type très ouvert et je pense qu'ils sont super équilibrés. Et comment avez-vous Non, mais je pense qu'ils sont super équilibrés parce qu'ils n'ont jamais eu de questions à se poser. Ouais. Et je pense que la base du problème, c'est quand un gamin arrive à 10, 12, 14, 15 ans et qu'il se pose des questions et que les seules réponses qu'il obtient, c'est ces crétins autour de lui à l'école qui savent rien de plus mais qui disent « ouais, mais moi ci, mais moi ça ». Et au final, cette masse de fausses informations qui se met dans la tête du gamin ou de la gamine provoque un très mauvais résultat. Donc, quand ils vous ont posé ces questions, vous leur avez répondu Non, mais tout à l'heure, par exemple, j'ai fait un casting avec une fille française qui venait de Rouen, qui m'a dit, voilà, ma première fois, c'était à 19 ans, tu vois, une française, il y a 3 heures, là, dans un hôtel pas loin d'ici. Donc, tous les jours quasiment, je suis en contact, oui, j'ai des images, tous les jours, je suis en contact avec des filles différentes de différents pays, donc je pense que c'est à même, que ce soit du Brésil, de Russie, de Japon, de partout, je vais aux 4 coins de la planète interviewer des filles jeunes. Donc effectivement, il a raison sur un plan et je partage à 100% cet avis. L'âge général, c'est entre 16 et 18 ans. Donc ça bouge quasiment pas, curieusement, depuis des années. Mais par contre, ce qui bouge énormément, c'est les extrêmes. C'est-à-dire que beaucoup plus d'inceste que dans le passé. Beaucoup plus de filles, par contre, très jeunes, 12-13 ans, ça se retrouve plus souvent. C'est-à-dire que l'ambiance générale, c'est 16-18. Et en même temps, à côté de ça, on a aussi, plus souvent qu'avant, des 18-22 ans. Qui justement sont tellement saturés par le fait que la société leur saute à la gorge, entre guillemets, surtout les filles très très belles. On se retrouve souvent confrontés avec deux extrêmes. C'est-à-dire que les filles très très belles, soit elles commencent très très tôt et elles ratent complètement leur sexualité parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir démarré, soit elles ont trop justement ce sentiment qu'on leur saute à la gorge et elles y vont tard. Quand on commence trop jeune, on rate. Et on rate, bien sûr. Quand même le lien, tu vois, de l'âge. Ah mais ça, on est d'accord. Oui, attention, je suis tout à fait d'accord que commencer la sexualité entre 12 et 15 ans, c'est une erreur complète. Moi, j'ai cette... Il y a un lien intrinsèque entre la sexualité, la violence et la perversité. Non, c'est même pas l'histoire de ça. C'est pas une histoire de ça. C'est pas une histoire de violence. Ce n'est pas lié à la violence. C'est pas lié à la violence. C'est juste à dire que commencer trop tôt, je pense qu'un corps féminin n'est pas prêt avant 15 ans à faire des rapports sexuels. Non, mais c'est même pas l'histoire de ça. Mais il est le sexe en soi, ce que c'est que la sexualité. Je pense que, et je le vois que toutes les filles qui... En fait, ce qui est mon constat à moi, mon constat après 20 ans de porno... C'est quelque chose de violent. Mon constat après 20 ans de porno, c'est que plus une fille commence tard la sexualité, plus elle l'a réussi. Bizarrement. C'est ça que j'ai constaté au sein de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours avec des filles... Quand une fille commence sa sexualité vers 17-19 ans, c'est toujours, en général, mieux réussi qu'effectivement les filles qui commencent très jeunes. Les filles qui commencent trop jeunes ont toujours une grande perturbation à l'arrivée parce qu'elles ratent leur parcours sexuel de base. Et effectivement, le rapport homme-femme... C'est pas forcément traumatisant parce qu'elles ont le sentiment que tout va bien, mais en réalité, tu te rends compte, toi... Enfin, moi, par exemple, quand je vais avec, je me rends compte que leur sexualité n'est pas justement
avec le bon équilibre. Et c'est là où effectivement il y a un souci de base. Je pense qu'effectivement notre jeunesse aujourd'hui, mais c'est toujours le même problème. Ça veut dire que ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'au moins dans les 70, les parents parlaient un petit peu à leurs filles parce qu'ils avaient tellement la trouille que les gonzesses tombent enceintes et tout ça avant que la pilule soit là. Au moins, il y avait un semblant de dialogue entre une mère et sa fille, un père et sa fille. Aujourd'hui, tiens chérie, va chercher la pilule. Et basta. Rien sur les maladies sexuelles. L'État a pris la place des parents aussi. Je crois qu'Adrien, j'ai juste, excusez-moi, je vous interpelle. Non mais j'ai juste parce que je sais que j'ai vu Sarah réagir tout à l'heure par rapport à la violence dans la sexualité. Oui, parce que moi vous disiez tout à l'heure que quand vous alliez chercher les filles, que vous leur posiez la question est-ce que tu préfères un homme gentil ou un homme méchant, forcément elles savent à qui elles ont affaire. Tu crois quoi? Bah oui. Ça veut dire quoi? Savoir à qui tu as affaire. Forcément, si je te pose cette question, tu vas me dire quoi? Ah bah, moi je vous répondrai pas. Tu vas me dire un mec gentil. Non, tu vas me dire un mec gentil parce que ça se voit que tu aimes les mecs gentils et que tu es tout à fait à l'opposé de ce que j'ai dit. C'est pour ça que tu as réagi par rapport à ça. Ah bah, mais le problème, pourquoi tu vas me dire un mec gentil? Parce que tu vas simplement répondre à ma question. C'est pas la question que je sois le pape Jean-Paul II ou que je sois Pierre Woodman. Si je te demande qu'est-ce que tu préfères, c'est pas parce que tu vas me dire un mec méchant, un mec gentil que ça va me faire plus plaisir, ce sera une question. Donc tu te trompes complètement sur la base, puisque la base c'est pas de savoir si tu dois me faire plaisir, c'est simplement de me répondre à une question. Et c'est ce que tu viens de faire implicitement en me disant, à travers ce que tu viens de faire, sans me le dire, que finalement toi ce que t'aimes c'est le mec romantique et c'est pour ça que tu as réagi. Excuse-moi de te le dire comme ça. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, c'est pas... Non, 4800 et quelques. 4800, pardon. Presque 5000. Oui, ouais, elles savent, oui, ça. je sais. Non, mais après, il faut être objectif. Quand on est un réalisateur de film, on cherche une femme qui aime peut-être la sexualité. Mais non, parce que si toi, par exemple, je viens de t'aborder dans la rue. Ah, moi, vous me posez la question clairement dans la rue, je ne vous connais pas, je ne vous réponds pas. En termes de classe sociale, quand même. Et pourquoi tu ne répondrais pas? Parce que je pense que ça relève de Pourquoi ma tu vas pas me répondre? Parce que je n'ai pas... Les filles qui recrutent non plus. Attendez voir. Mais justement, l'erreur... Mais non, mais c'est une erreur complète. Parce qu'après, moi, c'est l'éducation que j'ai eue aussi. C'est parce que chez moi, on n'en parle pas. Non, mais on imagine que toi, là, maintenant, tu te retrouves là sur le canapé. Excuse-moi, tu fais partie de la bonne bourgeoisie. Et le porno est un truc de plouc. C'est pas ça. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai. Non, mais le porno est un truc de plouc, c'est un truc de pauvre. Non, pourquoi un truc de pauvre? C'est pas un truc de grand bourgeois. Les filles de la grande bourgeoisie qui font des écoles supérieures ne sont pas actrices porno. Ça touche quand même le prolétariat, le sous-prolétariat. Bien sûr que oui. Et j'arrête parce qu'il y a une semaine, j'ai interviewé une fille il y a une semaine dont le père est au Parlement à Budapest et c'est moi qui l'ai mis à l'extérieur en ayant peur des problèmes. Donc c'est pas ça du tout. La moyenne sociologique, le porno, c'est un truc quand même des basses classes sociales et au niveau d'ailleurs des réalisateurs. Chez les producteurs, c'est beaucoup du banditisme. Parce que j'ai connu Michel Ricot personnellement. C'était mon meilleur ami. C'était pas un bandit du tout. Il est mort comment? Avec moi aux Seychelles. Avec moi, à côté de moi, c'est moi qui l'ai sorti de l'eau. Donc tu peux pas me parler de Michel Ricot, c'est mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami. On n'était pas dans la grande bourgeoisie. Et il est mort à côté de moi. Il est mort à côté de moi. Ne viens pas parler. Il a jamais été un bandit. C'est un type qui habitait à Sèvres. Et malheureusement, il a jamais eu de chance dans sa vie. Il avait même les taxes. Il devait 4 millions d'euros de francs aux impôts. Le porno sociologiquement n'est pas un truc qui touche la bourgeoisie et la bourgeoisie supérieure, ni dans la clientèle de base, ni dans la manière dont on recrute et les réalisateurs et les actrices. Les actrices de porno ne sont pas recrutées dans la bourgeoisie dominante. On parle pas que des actrices de porno, je recrute des filles comme elle. C'est faux, c'est marginal. Je recrute des filles comme elle dans la rue puisque je ne cherche pas à savoir. Non, c'est faux. Tu peux avoir une fille dont le père est très riche et qui a envie de faire chier ses parents. Si à un moment donné, il y a eu beaucoup de belles actrices qu'on a pu recruter dans les pays de l'Est, c'est à cause de l'effondrement du bloc soviétique et de la paupérisation accélérée de toute une couche d'anciens fonctionnaires. J'ai été le premier à aller là-bas. Écoute-moi, j'ai été le premier à aller là-bas. Mais qu'est-ce que vous en savez tous les deux? Vous êtes allés chercher des filles en Russie un jour dans votre vie? Non. De quoi vous parlez là? Moi, je vais pas parler des sionistes. Je vais pas parler des sionistes. J'ai écrit plusieurs livres comme sur le sujet. Non, tu peux écrire tout ce que tu veux tant que t'as pas fait, c'est pas pareil. Tout à l'heure, tu as discuté du sionisme. J'ai écouté avec mes grandes oreilles parce que mon père m'a appris une règle dans la vie. Quand on sait pas, on ferme sa gueule et on écoute ce que les gens qui savent disent. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté tes propos avec beaucoup d'attention parce que justement, je ne connais rien à ce que tu as dit. Et j'ai été impressionné par ton dialogue parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu. J'ai été impressionné par ton dialogue parce que j'ai vu que tu saisissais des choses que je ne connais pas et j'ai écouté parce que justement j'ai envie de comme une éponge. La sociologie du porno est quelque chose qui n'a rien à voir avec la grande bourgeoisie dominante. Parce que j'ai eu envie, comme une éponge, d'absorber ce que tu as dit pour le mettre dans ma tête et juger si je considère que c'est vrai ou pas. Maintenant, moi, je suis quelqu'un depuis 20 ans. Tu es un ancien policier. Et que ça n'a rien à voir. Depuis 20 ans. Il n'est pas issu de la grande bourgeoisie ni de la bourgeoisie cultivée. Ce monsieur, il a bac+7. Moi, je suis ancien élève des hautes études en sciences sociales comme lui. Je n'ai jamais été confronté, sauf pour des raisons de perversité ou d'intérêt sociologique, mais c'est pas pareil, je n'ai pas été immergé de force
dans le porno ou dans ce milieu-là. C'est un milieu de la toute petite bourgeoisie, du prolétariat et du sous-prolétariat. Marc Dorcel, grande famille de bourgeois. Colmax, grande famille de bourgeois. Non, on n'est pas d'accord. Le 16e, toute leur vie dans le 16e, grande famille de bourgeois. Non, mais c'est pas le horrible. Mais comme les mafieux russes. Non. Alors déjà, il faut comprendre. La bourgeoisie cultivée. Stop. Il y a une connerie, déjà une connerie de base énorme. Associer la pornographie au banditisme. Pourquoi c'est faux? Je vais te le dire en 2 secondes. Je vais te le dire pourquoi c'est faux. Pourquoi? Je vais te le prouver en 2 secondes. Non, mais j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire parce qu'il dit non, parce qu'il dit qu'il a écrit un livre là-dessus. Et moi, je vais t'expliquer le problème. La mafia, la pornographie ne peut pas marcher ensemble pour une bonne et simple raison. C'est qu'il y a très longtemps, effectivement, il y a eu une société aux États-Unis dont le patron blanchissait de l'argent pour la mafia, ça c'est vrai. Donc dans ce système-là, c'est-à-dire que quand quelqu'un, effectivement, va se mettre, par exemple, à faire une société de production, blanchir l'argent d'une boîte, en Italie, la Cicciolina, pendant des années, a servi à ça, avec Hugo Matera et tout ça, on est d'accord. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens que personne ne voit donnent de l'argent à un type, que ce type l'investit dans une production X par exemple, et qu'à l'arrivée, cette production X va aller dans les salles, parce que ça ne fonctionnait qu'à l'époque des salles pornographiques, et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça, exactement, en Italie, ça a marché, le dernier pays où ça a fonctionné, exactement comme le football, c'est vrai, ça c'est vrai, le dernier pays où ça a fonctionné, qu'il y ait pu y avoir une accointance entre la mafia et la pornographie, c'est jusqu'en 1992-94, avec la famille Matera, enItalie. Et basta. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est super intéressant, mais là, on n'est pas dans le sujet. Écoute-moi, parce que moi, par exemple, qu'est-ce qui se passe à longueur d'année? À longueur d'année, je reçois des emails de tous les pays du monde, de tous les endroits du monde, de voyous, de bandits, de macros, qui ont des putes dans des bordels, qui ont des putes à domicile, qui ont des putes partout, et qui me les proposent. Ouais, ça c'est vrai. On est constamment, en tant que personnalité de la pornographie, avec la possibilité de le faire. Mais, il y a quand même un souci de base. Et ça, il faut peut-être penser des fois un petit peu avant de dire n'importe quoi. C'est quoi une prostituée? C'est quoi une prostituée? Une vraie prostituée, c'est quoi? Je suis désolé, c'est une fille morte. C'est une fille dont on a coupé la corrélation entre son vagin et son cerveau. C'est une fille qui est devenue un instrument sexuel, qui n'a plus le moins de sentiments sexuels et qui n'a plus rien à foutre de la sexualité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Justement. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la pornographie? C'est tout le contraire. Bon. C'est un mec qui veut justement une réaction, qui veut sentir... Là, on va arriver... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que c'est important. Bon. C'est quelqu'un qui veut sentir qu'une femme, c'est toujours une femme. C'est pas moi, je te montrerai des DVD de femmes qui se font baiser par 2 chiens dans un hôtel pourri, DVD ukrainien, et la fille qui accepte de se faire baiser par 2 chiens, c'est une pauvre pute en manque, héroïnomane, vendue par ses macros. Et c'est quand même en vente dans la catégorie film X. C'est un DVD que je ne veux pas voir. Ça existe. Ça se vend. Oui, ça se vend, mais on n'est pas en train de parler de pornographie, c'est pas le genre de film que je vais faire. Je suis pas en train de te parler de ça, je suis en train de te parler de ce que les gens de notre profession, qui sont des gens qui font vraiment ce qu'on appelle de la pornographie, ne vont jamais avoir envie de faire travailler une personne qui est morte sexuellement. On a envie d'une réaction. C'est de toi dont tu parles. Tu dis moi, non, mais pas que moi. Je défends mes collègues. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ensemble. On va laisser Eric Maigret. Non, mais là-dessus, s'il vous plaît, merci. Que la pornographie soit devenue une industrie. Et puis c'est une conclusion par personne. N'est pas en soi une chose mauvaise. Je veux dire, c'est une industrie. Et voilà, à partir du moment où sont respectées un certain nombre de règles, de mœurs, contrats de travail, etc. Bon, c'est vrai que le rapport à la mafia, je crois, est plus ténu aujourd'hui. Voilà. Le rapport à quoi? Le rapport à la mafia est plus ténu aujourd'hui. Par contre, il y a des liens avec certaines industries de la prostitution, en réalité, en particulier aux États-Unis. Bon. Alors, excuse-moi. Mais je veux pas. Je veux pas. Non, mais c'est pas une façon. C'est pas une façon de jeter l'opprobre sur l'industrie pornographique. C'est pas ça. Il y a des liens qui existent pour des raisons diverses et variées. Bon. Et les prostituées ne sont pas en soi des personnes mortes, c'est pas vrai par rapport à la question du. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais c'est un débat plus complexe. On ne peut pas, au nom du fait qu'on veut défendre un rapport à la pornographie, rejeter dans l'ombre et dans l'inhumanité une autre proportion, une autre partie de la population que seraient les prostituées. Mais c'est pas la même chose. Mais ce ne sont pas des sous-êtres. Voilà. C'est une mauvaise actrice. Non, bon. Alain Soral, on vous écoute alors. Bon, c'était là.
Lui, il défend assez honnêtement sa pratique et l'éthique de sa pratique. Donc en fait, c'est de lui dont il parle. Je suis pas sûr que tout le monde du porno se réduise à lui, qui est peut-être un bon élément. Moi, j'ai connu d'autres aspects, puis il y a aussi les années, parce que les 75, 80, 90. Moi, j'ai 54 ans cette année. Il y a très longtemps, je suis journaliste d'enquête de formation, et j'ai toujours été allé chercher la merde là où elle était. Scandale financier, politique, etc. Tu te renseigneras sur moi, tu verras. Et donc, je me suis intéressé à tout ça, justement à l'époque du X, à l'époque aussi des salons de massage, des machins. Je travaillais pour Ardisson à l'époque. J'ai connu Michel Ricot, etc., etc. On m'a même proposé d'ailleurs de jouer dans ses films, parce que c'était la grande mode à l'époque de faire des petites apparitions dans ses films, La Vénus bleue, je sais pas quoi, etc. Et donc, j'ai des tas d'amis qui l'ont fait parce que c'était in à l'époque, tu sais, d'aller dans les boîtes à partous, d'aller dans les salons de massage et de faire une apparition dans un porno. Ce que je dis quand même, et d'une manière évidente, c'est que moi, je me suis beaucoup intéressé, je suis sociologue marxiste de formation, les classes sociales, ça existe. C'est qu'en fait, ce milieu-là, quoi qu'on dise, est un milieu quand même qui touche la toute petite bourgeoisie, un monde où il y a assez peu de culture, ce qui fait d'ailleurs qu'au départ, Benazeraf est un intello, quelque part. Il a une culture presque, je dirais, il a lu Gilbert Lélis, c'est-à-dire l'introduction à l'œuvre de Sade par la sociologie, il a lu Deleuze, La Vénus à la fourrure. Est-ce que tu as lu l'introduction à la Vénus à la fourrure de Deleuze, non, mais de Sacha Masoch? Est-ce que tu as lu Sacha Masoch? Mais j'ai lu l'introduction à Psychanalyse de Freud. Non, mais je t'attaque pas, je veux dire que non, mais tu as raison, mais c'est pas parce que tu lis un bouquin. Si tu regardes Georges Bataille, qui est le grand spécialiste finalement de la transgression sexuelle, c'était des mecs très très cultivés, c'était un bibliothécaire. En réalité, le monde du porno est globalement un monde de tout petits bourgeois et de prolétaires, avec très peu de culture et aussi toute une logique de classe au niveau de l'argent, d'où vient l'argent, et au niveau même de l'imaginaire social, qu'il ne faut pas nier. Tu es un ancien policier, tu l'as dit, tu n'as pas fait bac plus 8, lui c'est un sociologue, etc. J'ai quitté l'école à 15 ans. Oui, voilà, mais tu peux en être fier, c'est vrai, mais c'est qu'on est quand même. Il y a quand même un contexte social. Alors Alain Sorel, merci, on a eu votre conclusion, on a compris. Je vais vous dire un truc qui rejoint entre guillemets ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on est victime, nous sommes victimes, gens de la pornographie, parce que ça, c'est un sujet dont je ne voulais pas forcément parler, mais par rapport à ce que tu as dit, c'est tout le contraire de ce que tu as dit. Le problème, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on est utilisé, nous, pornographes, par la prostitution de luxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les escortes de luxe, les filles importantes, viennent me voir, par exemple, font 1 ou 2 ou 3 scènes porno pour se faire un CV. Exactement. Pour faire monter leur prix. Exactement. C'est ça qui est devenu fou, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet est à la fois la pire des instrumentalisations pour nous, parce que ça fait en sorte que les filles ne veulent plus faire de X, parce que tous les gamins à l'école, partout, ils écrivent « Ah, regarde la pute et tout, machin, c'est la voisine du 12 et machin ». Donc ça fait fuir une partie de la population qui éventuellement aurait fait du X avec plaisir. Et à côté de ça, une autre partie de la population qui va se servir de nous, va venir nous voir, des très belles filles, parfois souvent des bourgeoises, c'est pour ça que là c'est complètement faux, et avec l'intention formelle justement que leur CV va être d'autant plus important parce que, sachant qu'elles ont une image entre guillemets de porn star, même si c'est très bref, elles vont vendre 2 fois plus cher leurs services. Donc aujourd'hui on est utilisé par des gens de la prostitution, c'est tout à fait le contraire. C'est pas la pornographie qui utilise des gens de la prostitution ou qui est liée à la prostitution, c'est qu'indirectement, sans même le savoir, on a des filles qui viennent, qu'on trouve très belles, on dit « Waouh, super, on a notre nouvelle star », et 2 semaines après, elles ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de bosser sur Internet avec leur propre site web. Voilà. Parfait. Moi, je ferais une petite conclusion. Bon, allez-y, puis après on se serra tous la main de Pierre Houben. Même pour avoir touché 4400. Voilà. Pourquoi je suis pas bossu ici? Non, il les a recrutés, il n'a pas dit qu'il les avait consommés nécessairement. Donc la conclusion fleur bleue, c'était quoi dans l'idée? Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui nous guide tous, au fond, c'est l'affranchissement, c'est l'émancipation, c'est la liberté. Voilà. Et la pornographie n'est pas un obstacle en soi à cet égard. C'est un ensemble aussi de technologies du rapport à l'autre, au corps, à soi-même. C'est pour ça que tous ces gens qui regardent, et c'est vrai que c'est une industrie au départ qui est plutôt pas issue des milieux supérieurs, mais qui est consommée par tout le monde, y compris par les grands bourgeois. Faut pas croire. Hein. Ils ont les moyens, eux, d'ailleurs, de mais tout le monde, tous les âges, tous les milieux. Alors il y a des distributions différentes suivant les âges, les milieux, etc. Ok, mais tout ça, ça sert à faire un certain nombre de choses, à pouvoir s'émanciper. C'est son mec qui était prof de philo. Non, mais elle est très intello. Tout ça pour le moment. Non, c'est pas boxer, c'est juste dire. Tout ça pour le moment est pas encore vraiment au service. Dis donc là. Tout ça n'est pas encore vraiment au service, je dirais, de l'émancipation individuelle. Voilà, c'est-à-dire que les gens sont pas encore assez pris en main par rapport à leurs désirs.
Voilà, c'est-à-dire que le désir est en partie quand même stéréotypé, produit en petites cases, etc. C'est un phénomène objectif, la beauté physique. Ou à retrouver les vieilles tensions sur le prince charmant, le romantisme versus la sexualité, etc. En réalité, on devrait aller bien au-delà de ça aujourd'hui et s'inventer vraiment des rapports sexuels qui sont nécessairement des rapports à l'autre, qui ont aussi des rapports d'amour nécessairement. Voilà. Et cet horizon-là, il est complètement inatteignable aujourd'hui dans l'industrie de la pornographie et dans tout le reste de la société. Raison, mais ça, on est à l'orée. Ça, c'est lié aux parents. On est à l'orée de la transformation des rapports entre les individus. Et pour le moment, on ne fait qu'aborder les choses en les technicisant. Voilà. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup d'être venu. C'est pas d'accord. Un plaisir, merci. Félicitations. C'est pas facile de débattre sur un tel sujet en plus. Non, c'est pas une question de connaître le sujet. Qu'est-ce qu'on vous sert à boire? Vous faites des versions si tu veux. Ah oui, mais vous, c'est votre anniversaire. Moi non plus, j'ai pas quoi que ce soit avant. Mais si tu veux, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que les gens. C'est que moi, je suis réalisateur de cinéma. J'ai ma carrière. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que toi, par exemple, je vais jamais, parce que j'ai écouté tout à l'heure ce que tu as dit, je vais pas essayer d'intervenir sur ce que tu maîtrises trop parfaitement bien, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Parce qu'il y a des années 75-90. Oui. Intéressé jusqu'en 94. Non, mais moi j'ai connu. Tu connais après. Non, j'ai connu. Enfin après, oui, mais 84, 83. J'ai connu Brigitte Lahaye. Je connais bien Brigitte. On a le même éditeur. Rico. Franck Spangler, c'est mon éditeur. Non, mais c'est de mes grandes amies. Mais Rico, c'était mon meilleur ami. Il est mort avec moi. Il s'est noyé aux Seychelles avec moi. J'ai failli crever avec. Non, on était en train de tourner et c'est moi qui l'ai emmené là-bas, c'est ma faute. C'est pour ça que j'ai les boules, parce que c'est ma faute s'il est mort. C'est moi qui l'ai emmené là-bas. Et en fait, on avait tourné l'endroit où il est mort, on avait déjà tourné une scène. On y est retourné tous les deux et c'est pour ça qu'il y a eu une polémique. C'est un plaisir, salut. Bon, bah, ça aurait pu être pire. Non, si tu veux, je l'ai accompagné sur un... entre guillemets, on peut dire peut-être repérage, mais c'était la deuxième fois que, si tu veux, on retournait là. Et il y a eu, ce qu'à l'époque, quand tu disais aux gens un mini tsunami, les gens rigolaient, et depuis les gens comprennent ce que ça veut dire. Mais on a vu à l'horizon une énorme vague sur l'eau, et la différence entre lui et moi, c'est que moi j'ai compris, ce que lui n'a pas capté, c'est que ça allait faire très mal. Donc je me suis tiré dans ce sens-là. Lui, il a couru le long, parce que tu vois, il y avait une petite barrière qui équivalait à ça. Il a couru ce chemin-là. Lui, il a pris la vague sur la gueule, ça l'a emmené au large, il s'est fait éclater le crâne. Et moi, quand je suis ressorti, je l'ai vu dans la mer, je suis allé le chercher. Et malheureusement, après, je me suis fait prendre avec lui. Et c'est un miracle si je suis là aujourd'hui, quoi. Et lui, malheureusement, il a pas eu cette chance. Je travaillais avec Jean-Marc Barbieux, Yann Morvan, tout ça. Yann Morvan, je le connais très bien, mais Yann Morvan, c'est un faux cul, c'est quelqu'un. C'est un voyeur. Bah, c'est un mec qui s'est toujours prétendu grand reporter et tout ce que tu veux. Moi, à l'époque, Yann Morvan, il rigolait, il racontait ses histoires c'est 90, en Croatie et tout ça. Il a fait la guerre, tu sais. Sa mythologie, c'est qu'il a couvert la guerre du Liban. Mais c'est un trouillard de première. Non, voilà, c'est ce que je te dis. Très bien. C'est une couille molle. Il a couvert la guerre de Bosnie. Mon pote Omar Genbouz l'avait mis à l'amende. Mais c'était pas un mec qui avait... Oui, il a fait les banlieues après, il a fait le voyeur. Mais si tu veux, il y a eu un gros tas de mensonges après avec le retour, parce que... Et ça a été la mode, tu sais, de s'intéresser les intellos, parce que ces mecs-là ont travaillé ensemble, de s'intéresser au porno. On va finir. Oui, j'avais une suite, excuse-moi. Comme ça, voilà, on enchaîne. On a fini, c'est très intéressant. Puis en plus, là, c'est plus. Tant qu'on est en haut, c'est filmé, vous le savez. Donc, ah merde, non, mais moi j'en ai rien à foutre, c'est pas un problème, j'ai rien à cacher. Mais c'est pas ça, c'est l'histoire de pouvoir. Tu veux pas être actrice porno alors? Mais bien sûr que non. Une petite expérience. Depuis à quel âge? En plus, t'as la chance, il y a un réalisateur qui est là, ça va, peut-être que bon. C'est bon. Laisse-la moi 5 minutes pour. Juste en discussion, tu vas voir. Non, juste en discussion, j'ai pas dit. Non, mais juste en discussion, si tu veux te marrer, fais-la discuter avec moi, Pierre. Juste discuter. Donc vraiment, c'est pas une origine sociale ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est une intimité qu'on a avec une personne. Les filles qui vont faire du porno, par exemple, dans les pays de l'Est, en général, c'est parce qu'elles ont besoin d'argent aussi, tu vois. Mais pas du tout. Moi, j'en connais. Il y a autant de gens qui veulent de l'argent. Je suis d'accord avec Alexandre. Mais ça va s'édérer parce que je pense que c'est pareil. Moi, je connais personnellement une fille qui veut faire... Je vais enlever le micro, alors. C'est Score Girl que rester en Estonie avec ses parents qui lui trouvent un mari. Ah oui, mais pourquoi? Parce que c'est des pays qui se sont effondrés socialement, excuse-moi. Oui, mais bien sûr, mais elle vient pas d'un milieu défavorisé. Je pense que c'est juste un choix social après. Quoi. Le choix social est toujours induit par des conditions objectives qui te sont extérieures et qui te dépassent. Tu vois. L'idée de liberté est une idée très naïve, tu vois. Oui, mais non, parce que après, moi, c'est mon choix personnel. Je pense que la liberté d'être maigre en Somalie, tu veux, c'est assez facile. C'est une naïveté quand même qui me fait rigoler. Moi qui suis un marxiste. Qui suis resté marxiste malgré la tendance défavorable. C'est à côté de la traque. On va mettre le porno comme un truc de crétin. Moi, ça me fait marrer. Il y a beaucoup de crétins.
Bien sûr qu'il y a plus de critiques de gens cultivés à la Moi, je suis pas issue d'un milieu. difficile de monter que descendre, non? Donc c'est comme ça. Elle est coupée.